milieu des années 1900, les États-Unis, surtout la marine, ont rencontré un problème mineur. La marine américaine a longtemps été sous-financée par le Congrès, certains premiers présidents s'opposant même à son existence. Bien que les amiraux n'aient pas été réduits à faire la manche dans les rues même dans les pires moments, lorsque les legs de riches citoyens âgés et la découverte fortuite de quelques pièces sous un canapé pouvaient représenter une bonne journée pour votre budget, vous saviez que vous aviez quelques problèmes. La marine avait reçu un financement soudainement colossal pendant la guerre de sécession, mais le Congrès semblait déterminé à compenser cela. Dans les décennies suivantes, la puissance de la marine américaine disparut presque aussi vite qu'elle était apparue, le budget chutant fortement. Il faudrait que la marine brésilienne menace de devenir la plus puissante des Amériques pour que le Congrès débloque des fonds pour de nouveaux navires. Cependant, même dans ce cas, le montant accordé était bien inférieur à ce que la marine américaine souhaitait réellement. Cela permit à la marine américaine, lors de la guerre hispano-américaine, de disposer de suffisamment de navires pour vaincre décisivement la marine espagnole à Cuba, aux Philippines et dans d'autres lieux. Ces succès et l'acquisition de nouveaux territoires comme les Philippines assuraient à la marine américaine des fonds pour construire de nouveaux cuirassés, quelques croiseurs et même une poignée de destroyers. De plus, avec la politique de Theodore Roosevelt, parler doucement et porter un très gros bâton, les États-Unis commençaient à affirmer un peu plus leur place dans le monde. Le problème était que, même si les États-Unis se voyaient comme dignes d'une place parmi les grandes puissances, la plupart des autres grandes puissances restaient peu impressionnées. Pour eux, les États-Unis avaient été presque entièrement isolationnistes. La marine américaine n'était guère plus qu'une force de défense côtière avec quelques ambitions occasionnelles, et leur victoire contre une marine européenne qui ne possédait qu'un seul cuirassé, lequel n'avait même pas participé au combat de la guerre, n'était pas considérée comme particulièrement remarquable par des puissances qui retrouvaient parfois des cuirassés oubliés au fond de leurs placards ou dans des ports éparpillés à travers leur domaine. Par conséquent, afin d'annoncer correctement leur arrivée sur la scène mondiale, Theodore Roosevelt pensait que la meilleure chose à faire serait une démonstration amicale de force. Cela servirait plusieurs objectifs. Cela prouverait au monde que la marine américaine était une force sérieuse avec de nombreux navires modernes à ne pas sous-estimer. Deuxièmement, cela rappellerait au Japon qu'il n'était pas la seule puissance montante dans le Pacifique. Troisièmement, cela rappellerait aux pays européens que s'ingérer dans les affaires des Amériques ne serait plus aussi facile qu'autrefois. Quatrièmement, cela offrirait à la marine américaine une expérience pratique pour soutenir les points précédents, en les forçant à assurer la logistique nécessaire pour soutenir un voyage de flotte mondiale. Cinquièmement, cela offrirait de bonnes leçons sur la conception des navires et leur maniement en haute mer pour une flotte. Ce n'est qu'à l'ère de la vapeur et de l'acier qu'on commence à y réfléchir à cette échelle. Sixièmement, la peinture de la marine américaine en temps de paix était belle et le monde devait la voir et l'apprécier de près. Un tel geste n'était pas sans précédent, ni en interne, ni en externe. L'escadre d'évolution ou escadre blanche visita plusieurs ports étrangers dans les années 1890 et au milieu des années 1900, la marine américaine commençait à intervenir lors des grands différends internationaux pour défendre les intérêts des États-Unis. En dehors des États-Unis, la visite de navires, d'escadres ou de flottes navales était, au début du 20e siècle, un élément clé de la posture et de la diplomatie internationale. Un navire ou une petite escadre rappelait subtilement la puissance en place. Une flotte plus grande imposait sa présence de façon moins subtile, un message relativement direct qui se traduisait généralement par « n'y pensez même pas ». Cependant, il pouvait aussi servir, lorsque les relations étaient déjà bonnes, de marque de courtoisie et d'honneur. Les États-Unis avaient invité plusieurs navires étrangers à visiter leur port et reçu des invitations similaires ces dernières années. Cependant, un tel voyage avec une grande flotte constituait sans doute une déclaration mondiale bien plus forte que tout ce que la marine américaine avait fait jusque-là. Cependant, plusieurs inquiétudes ont émergé dans la marine américaine à propos de ce plan, en réalité peu connu. La couverture de Roosevelt était un exercice obligeant la flotte à rejoindre la côte ouest. Bien qu'il ait été destiné à démontrer au public la nouvelle portée mondiale des États-Unis, il servait aussi à apprendre à la marine américaine comment réaliser cela en privé. Les officiers ont fait remarquer que ces leçons pouvaient être apprises en naviguant le long de la vaste côte des États-Unis.
Mettre la flotte sur une scène publique pouvait massivement se retourner contre eux. S'ils se perdaient, tombaient en panne de carburant, avaient une avarie ou finissaient par se rentrer dedans à cause de problèmes jusque-là inconnus. Cependant, le président insistait pour, je cite, « Je veux que tous les échecs, erreurs et insuffisances soient révélés en temps de paix et non en temps de guerre. » Se posait aussi la question de la provenance de l'approvisionnement des navires. S'il s'agissait de prouver que la marine américaine était capable d'aller où elle le voulait, alors elle ne pouvait pas compter sur les ports étrangers, car ceux-ci seraient en grande partie fermés en cas de guerre. Contrairement aux Britanniques, les États-Unis n'avaient pas de nombreuses stations de charbonnage et ports à l'étranger. Contrairement à la marine japonaise, ils ne se concentraient pas sur les questions proches de leur territoire. Et contrairement à la France ou à l'Allemagne, les rares possessions coloniales américaines n'étaient pas stratégiquement situées à travers le monde, ni restées assez longtemps sous leur contrôle pour permettre la construction des installations portuaires nécessaires, là où de telles colonies existaient réellement. Même aux États-Unis, peu de ports pouvaient accueillir la plupart des navires capitaux de l'United States Navy. Tous en même temps, quelques solutions existaient, rouvrir des chantiers navals et quais sur la côte ouest aiderait, car la marine américaine était alors surtout basée à l'est. Un amiral proposa aussi de créer une flotte de navires de ravitaillement. Mais cette solution particulière devrait attendre un autre moment. Les États-Unis ont choisi d'affréter des navires marchands américains pour livrer charbon et fournitures aux navires dans divers ports pendant le voyage. Même si l'utilisation de navires amiraux américains avait du sens pour s'entraîner à un déploiement en temps de guerre, les lois de l'époque l'exigeaient aussi techniquement. Cela a cependant posé des problèmes. Premièrement, il n'y avait pas tant de navires appropriés battant pavillon américain, et deuxièmement, beaucoup de ceux qui existaient avaient des capitaines ou des propriétaires dont le patriotisme s'arrêtait exactement là où s'arrêtaient les billets verts, et pas plus loin. Et quand ils ne trouvaient pas de cargaison rentable pour leur retour, ils refusaient tout simplement de soumissionner pour les contrats d'approvisionnement, qui étaient bien sûr à sens unique, ou alors ils proposaient des prix qui leur permettraient de rentrer à vide tout en réalisant un bénéfice, ce qui n'allait jamais obtenir une quelconque validation financière responsable. Au fur et à mesure que les gens découvraient les réels plans du voyage, de nombreuses voix dissidentes émergèrent, craignant que les Japonais n'attaquent la flotte dans leurs eaux territoriales. Et oui, plus d'un journal a brandi le spectre du redoutable torpilleur japonais. Certains redoutaient qu'une puissance européenne ne profite de l'absence de grands navires sur la côte est pour intriguer. Et d'autres encore pensaient que des navires pourraient être perdus ou endommagés en traversant certaines des eaux les plus notoirement dangereuses de la planète, comme le détroit de Magellan. En fait, un sénateur du Maine a menacé de retenir l'argent prévu pour l'expédition, sauf qu'il semblait oublier qu'il était en train de menacer. Theodore Roosevelt, qui, après avoir rapidement vérifié qu'il avait déjà l'argent en main, a défié le sénateur de, et je cite, « essayer de le récupérer ». Que le sénateur ait réellement pris cet avertissement à cœur ou qu'il ait été retrouvé plus tard recroquevillé et en train de pleurer sous un buisson sur les pelouses de la Maison-Blanche, cela reste inconnu de l'histoire. Bien que quelques navires marchands américains aient aidé à approvisionner la flotte, la plupart des charbonniers ont finalement été recrutés auprès de la plus grande marine marchande du monde. Ainsi, la flotte serait principalement approvisionnée par des navires arborant le pavillon rouge de la marine marchande de l'Empire britannique. C'était quelque peu gênant, car l'un des principaux objectifs de l'opération était d'impressionner le Japon. Et le message serait quelque peu dilué en étant formulé plus ou moins ainsi. Nous pouvons certainement venir là-bas et nous occuper de vous tant que votre plus grand allié accepte de nous fournir le carburant. Mais tout l'intérêt du voyage était d'identifier ce genre de problèmes et de les surmonter, et ainsi la flotte commença à se rassembler. Elle constituait l'essentiel de la force de la marine américaine et allait bientôt être assez importante pour être appelée la Grande Flotte Blanche, en raison du schéma de peinture américaine en temps de paix plutôt attrayant à l'époque, que les équipages allaient bien sûr s'efforcer de maintenir tout au long du voyage, tant que les réserves de peinture tiendraient. La force principale quitterait Hampton Roads le 16 décembre 1907, dirigée par l'amiral Robley D. Evans, précédé par le croiseur cuirassé United States Ship Washington, chargé des arrangements portuaires et préparatifs jusqu'à la traversée du Pacifique. En tête, une division des plus récents cuirassés de la classe Connecticut menait la flotte. L'United States Ship Connecticut elle-même, puis le Kansas, le Vermont et la Louisiane.
Ensuite venaient les United States Ship Georgia, New Jersey, Rhode Island et Virginia de la classe Virginia. Après cela, le United States Ship Minnesota de la classe Connecticut mènerait, suivi du Maine, du Missouri et de l'Ohio, et enfin venaient l'Alabama, l'Illinois, le Kearsarge et le Kentucky. Ces 16 cuirassés seraient suivis de loin jusqu'à l'étape transpacifique par 6 destroyers et leurs navires de soutien. Un petit train de flotte avec 2 ravitailleurs, un atelier, un navire de soutien et un hôpital accompagnerait aussi la flotte autour du monde. L'équipage de la flotte ne découvrirait en fait leur itinéraire complet en même temps que le reste du monde que le jour du départ. Le moral remonta nettement tandis qu'ils se dirigeaient vers le sud grâce à un flot d'invitations amicales venues de ports et pays du monde entier qui voulaient vraiment qu'ils viennent leur rendre visite. Il semblait que le reste de la planète était très impressionné par la flotte de guerre blanche étincelante et tout le monde était impatient de la voir de près. Le début du voyage fut difficile, nécessitant presque autant de navigation que pour relier les États-Unis au Japon. Pourquoi? En fait, le canal de Panama n'existait pas encore. Comme l'United States Ship Oregon une décennie plus tôt, la grande flotte blanche devra contourner la pointe sud de l'Amérique du Sud, sauf qu'ils allaient dans l'autre sens, en comptant le temps d'escale dans les différents ports sud-américains. Il faudrait un peu plus de 4 mois à la flotte pour contourner le continent jusqu'à San Francisco, où les premières évaluations de son efficacité pourraient être faites. Ce serait une partie mouvementée du voyage, la première escale à Trinidad étant, il faut l'admettre, assez décevante. Les principales attractions semblaient être une colonie de lépreux et un bâtiment servant de la bière tiède. La prochaine escale au Brésil était bien plus excitante. Tout a débuté par une violente bagarre de rue entre marins locaux et permissionnaires américains après une échauffourée dans un bar. Le problème ayant été résolu, la visite s'est ensuite très bien déroulée selon les témoignages. Cela tombait bien, car les médias américains commençaient à douter que faire passer la flotte par le détroit de Magellan, avec des lieux comme la baie de la Désillusion, l'île de la Désolation et le Cap, soit une bonne idée. La famine entraînerait inévitablement que toute l'expédition soit dévorée par des cannibales. Un croiseur chilien, perplexe et non cannibale, est apparu et a guidé la flotte en sécurité vers leur prochaine escale, incluant plusieurs ports chiliens. Là, les bras décidément inconnus des marins américains ont rapidement gagné beaucoup plus d'exercice en soulevant rituellement de lourds verres de bière, puis en reposant les récipients considérablement allégés et en attendant un remplissage. Une visite ultérieure au Pérou a suscité un déferlement similaire de célébrations et de fêtes, ce qui a permis de compenser l'exercice de charbonnage bi-hebdomadaire qui, en soi, était déjà assez pénible. Mais comme ils étaient là pour faire bonne impression, cela était généralement suivi par plusieurs jours d'exercice à récurer tout le charbon, la poussière et les traces. Et ce, autant pour l'apparence que parce que tous se rappelaient ce qui était arrivé à l'escadre du Pacifique de Sefkin après avoir essuyé des tirs quelques années plus tôt. Après une escale au large des côtes mexicaines pour des exercices de tir qui étaient dirigés vers la mer puisque la guerre américano-mexicaine n'était pas en cours, ils ont mis le cap sur la Californie. Heureusement, ce n'était pas au sens littéral, mais ils ont pu profiter gratuitement de barbecue, de limonade et de fleurs. Malgré la fête, quelques changements survenaient. L'amiral Evans, gravement malade, serait remplacé par l'amiral Sperry. Les United States Ship Maine et l'United States Ship Alabama ont aussi été remplacés car leurs problèmes mécaniques et leur forte consommation de charbon les rendaient moins efficaces que le reste de la flotte. L'United States Ship Nebraska et l'United States Ship Wisconsin ont rejoint la formation, entraînant une légère réorganisation de la flotte. Cependant, les 2 cuirassés laissés derrière n'étaient pas complètement exclus de la fête. Ils allaient également effectuer un tour du monde, mais par un itinéraire légèrement différent et plus court en tant que duo solitaire. Après le rappel des patrouilles de la côte ouest pour reformer la formation, la grande flotte blanche mit le cap à l'ouest. La traversée du Pacifique par Hawaï, lors de la prochaine étape du voyage, a aussi été une aventure très amusante. Incroyable, après l'Amérique du Sud, la côte ouest, une semaine à Hawaï et plus d'une semaine en Australie. Même l'endurance festive du marin américain commençait à s'épuiser. Un pauvre gars a même été retrouvé endormi sur un banc dans un parc à Sydney après avoir fabriqué une pancarte qu'il avait placée au-dessus de lui sur laquelle on pouvait lire « Oui, je suis ravi du peuple australien. » Oui, je pense que votre parc est le plus beau du monde et je suis très fatigué et j'aimerais dormir. En tant qu'excellent hôte, les Australiens l'ont gentiment laissé dormir. La flotte longerait ensuite la côte est de l'Australie, le navire amiral obtenant un kangourou comme mascotte avant de partir pour les Philippines.
La fête fut cependant brusquement interrompue par une épidémie de choléra à Manille, ce qui mit fin à toute permission à terre, bien que le courrier ait réussi à rattraper la flotte. Ainsi, chacun a pu suivre les nouvelles de chez lui, et probablement rassurer certains proches qu'ils n'avaient pas été mangés par des cannibales. Après l'échec de cette escale, ils sont repartis vers le nord en direction du Japon, qui les avait en fait invités à leur rendre visite. Mais la flotte s'est retrouvée prise dans un typhon et pas n'importe lequel. La violence était telle que les creux et sommets des vagues étaient si profonds que des cuirassés entiers semblaient disparaître de la surface, pour réapparaître ensuite à un endroit complètement différent. Un marin est devenu l'homme le plus chanceux du monde lorsqu'une vague géante l'a frappé, lui et le bastingage du navire, les projetant par-dessus bord. Il était quasi impossible qu'une opération de sauvetage soit lancée, même en connaissant sa position dans le maelstrom. La vague a poursuivi sa route le long de la flotte, frappant plusieurs autres navires capitaux, puis une bonne nouvelle a été annoncée. Le marin en question avait atterri, un peu mal en point, sur le pont de l'un des autres navires, qui a promis de le garder au chaud et nourri jusqu'à ce que son affectation d'origine vienne le récupérer. Ce témoignage illustre la robustesse des cuirassés américains, y compris ceux prévus pour la défense côtière qui n'ont subi aucun dommage sérieux, hormis quelques marins perdus. Ils étaient reconnaissants lorsque la côte japonaise apparut, bien que la permission à terre y soit bien plus strictement contrôlée pour éviter un incident diplomatique dans la relation américano-japonaise délicate de l'époque. Eh bien, le genre d'escarmouche qui avait marqué leur premier jour au Brésil aurait probablement été une véritable catastrophe ici. Cependant, l'accueil de la grande flotte blanche fut aussi chaleureux que ceux déjà reçus. Les quelques problèmes qui se sont présentés étaient en grande partie des malentendus culturels qui ont été pour la plupart assez facilement résolus. Un des incidents les plus amusants arriva quand l'amiral Sperry fut reçu sur le cuirassé japonais Mikasa. Oui, celui-là. Et au milieu d'un verre avec ses collègues officiers. Il a soudainement été saisi par un groupe de marins japonais qui l'ont lancé 3 fois en l'air en criant « Banzai ». Dans la marine japonaise de l'époque, c'était considéré comme un grand honneur, et cela lui fut expliqué une fois que le pauvre garçon eut retrouvé ses esprits et remis son uniforme en ordre. Heureusement, Sperry était aussi excellent diplomate qu'officier, et il accepta le compliment avec bonne humeur. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai un pressentiment. Il y a probablement pas mal de membres d'équipage dans différentes marines qui accueilleraient avec enthousiasme le retour de l'idée de lancer leurs officiers en l'air plusieurs fois, considéré comme une forme de compliment. Dans l'ensemble, cette escale en particulier a été considérée comme un succès exceptionnel. Au lieu de braquer les Japonais, la flotte avait en réalité considérablement accru la bonne volonté japonaise envers les États-Unis, ce qui était grandement nécessaire. Les récentes émeutes anti-japonaises et la ségrégation dans l'ouest des États-Unis étaient un sujet sensible. Le sauvetage d'un drapeau japonais lors d'un incendie sur une pièce d'exposition par des marins américains a sûrement amélioré l'image du marin américain auprès des Japonais. Cependant, l'arrêt suivant a failli tourner à la catastrophe. La flotte s'est divisée en deux, une moitié partant vers le sud pour des exercices de tir, tandis que l'autre moitié a continué vers la Chine, qui, bien sûr, à ce moment-là, s'attendait à voir arriver les 16 cuirassés et leurs navires de soutien. Quand seulement 8 sont venus, cela a paru comme une gifle, d'autant que leurs grands rivaux, le Japon, venaient de recevoir toute la flotte. En privé, l'exercice de tir a été accepté comme une raison plausible. En public, les responsables locaux ont opté pour une explication plus crédible. La flotte américaine aurait adoré visiter la puissante Chine avec ses 16 navires. Malheureusement, une autre tempête en avait dispersé ou coulé la moitié, et ces pauvres navires ce n'étaient que les survivants. La visite achevée, les 8 navires sont repartis vers le sud-est, retrouvant miraculeusement les disparus en bon état, puis ont traversé l'océan Indien. Ils ont fait escale dans plusieurs ports sous contrôle britannique, principalement à Colombo, dans l'actuel Sri Lanka, où, bien sûr, le principal cadeau qui leur a été offert était roulement de tambour. S'il vous plaît, des provisions gratuites de thé. En route vers le canal de Suez, ils ont appris qu'un séisme dévastateur avait frappé le détroit de Messine entre l'Italie et la Sicile, détruisant presque entièrement plusieurs villes italiennes, dont Messine.
Dans un geste diplomatique et humanitaire, le Connecticut, l'Illinois et plusieurs navires de soutien sont partis rapidement participer au secours, rejoignant d'importantes unités de la marine italienne, 2 cuirassés français, 3 destroyers, 2 cuirassés russes, 2 croiseurs et un cuirassé britannique accompagné d'une escadre de croiseurs dans un effort collectif. Le reste de la flotte s'est dispersé dans divers ports méditerranéens, croisant de nombreuses escadres navales au cœur de l'effervescence méditerranéenne du début des années 1900, mais après environ un mois, il était temps de rentrer et la flotte s'est rassemblée une fois de plus à Gibraltar, se remettant en formation de ligne avant de traverser l'Atlantique pour rentrer au pays. Ainsi, après 14 mois en mer, une flotte un peu moins blanche, l'Atlantique ayant prélevé son tribut habituel, est revenue à son point de départ à la fin du mois de février. À un accueil de héros, avec des foules qui n'ont pas été découragées par le temps quelque peu inclément le jour de l'arrivée, Lead, parmi ceux qui accueillaient la flotte à son retour, se trouvait Theodore Roosevelt lui-même. À 2 semaines de la fin de sa présidence, il avait hâte que le voyage se termine. L'évaluation du voyage débuta presque aussitôt, révélant des aspects positifs et négatifs. Du côté positif, le statut de la marine américaine, et par extension celui des États-Unis dans le monde, avait considérablement augmenté, en grande partie grâce à la visite spectaculaire et réussie du port de Tokyo et à l'aide qu'ils avaient apportée à Messine. Le voyage avait aussi prouvé que la marine américaine pouvait déployer une force importante partout dans le monde sans subir de panne majeure ni d'erreurs de navigation. Cela avait aussi apporté une expérience précieuse pour manœuvrer les navires lors de ces voyages, permettant à la marine américaine de planifier plus réalistement ses futures opérations. Les aspects négatifs se sont principalement manifestés sous forme de leçons apprises. Bien que les navires compacts soient une proposition attrayante en termes de coût, ils se sont révélés être assez humides, sauf par mer d'huile. Les grandes superstructures causaient un fort roulis et les canons en casemate étaient rapidement inondés par les vagues. Les proues quasi verticales de certains cuirassés américains s'enfonçaient dans l'eau, projetant ensuite beaucoup d'eau sur le pont principal. Et les canons. De plus, bien que la flotte fût impressionnante lorsqu'ils atteignirent la Méditerranée, beaucoup de discussions portaient sur le nouveau type de cuirassé en construction. Le His Majesty's Ship Dreadnought et le His Majesty's Ship Bellerophon étaient déjà en service, d'autres en construction. Et à bien des égards, la Grande Flotte Blanche était une dernière démonstration des navires d'hier. Cela a néanmoins conduit à plusieurs changements dans la conception des cuirassés américains. Les classes South Carolina, Delaware et Florida étaient déjà en construction à différents stades. Au moment où toutes ces leçons ont été comprises, les Wyoming n'avaient pas encore reçu de financement. La batterie secondaire de cette classe et des navires suivants serait placée de plus en plus haut sur le flanc, tandis que les proues deviendraient plus inclinées et évasées. Des superstructures globalement plus petites, des ceintures de blindage plus profondes, des tourelles plus hautes et une évolution vers des exigences standardisées pour la vitesse et l'agilité des futurs cuirassés américains. On perdrait malheureusement le schéma blanc, remplacé par un gris standard. Le lancement de la construction de plusieurs flottes, des navires de soutien, notamment des charbonniers, pour permettre à la flotte de renouveler ce déploiement lorsque les ports neutres et les navires neutres ne leur étaient pas accessibles. Dans l'ensemble, ce voyage fut une étape importante dans l'histoire de la marine américaine et allait l'établir comme une marine hauturière, ainsi qu'initier une série de changements qui allaient définir la marine américaine pour les 20 à 30 années suivantes. Ce fut l'expérience la plus formatrice pour la marine américaine jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Je pense qu'ils auraient dû garder la peinture.